Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Alors si vous avez suivi mes vlogs un peu chaotiques, on va pas se mentir, du mois de février, vous allez voir que je suis à la bourre en termes d'update. Vous le savez si vous avez vu mes derniers updates lecture de toute façon. Alors au jour de cette vidéo, on est mi-février. J'ai énormément lu en février puisque le challenge de février c'est de lire 28 livres en 28 jours. Mais j'ai pas encore fini de vous montrer tous les livres que j'ai lus en janvier. Voilà. Donc on va commencer par finir janvier et dans cette vidéo on va quand même commencer à parler de mes premières lectures du mois de février. Le premier livre de cette vidéo et que j'ai donc lu en janvier, c'est Les Enquêtes de Jane Austen, le tome 2, Un voleur au bal de Julia Golding. Et franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture. Avec le recul, c'est pas censé être mon genre, c'est pas censé être ce que j'aime, mais ça passe parce que le style passe et je pense aussi parce que le personnage passe. Ici on suit donc la jeune Jane Austen, on est dans une fiction imaginée par Julia Golding mais inspirée de Jane Austen, la vraie Jane Austen, et ici d'ailleurs c'est marqué un récit inspiré de Raison et Sentiment. Je l'ai déjà dit mais j'ai pas lu Raison et Sentiment, il me semble que j'avais tenté Raison et Sentiment, mais honnêtement Jane Austen c'est beaucoup trop lourd et long à lire pour moi, c'est pas ce que j'aime. Bref, en gros, on va suivre la jeune Jane Austen, elle doit avoir 15-16 ans ici. On a son historique familial, enfin on a sa condition familiale, elle habite dans un presbytère avec tous ses frères et sa sœur et sa mère évidemment. Donc son père est religieux, je ne dis pas le terme exact parce que je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait, mais il officie en tant que religieux, c'est pour ça qu'ils habitent dans un presbytère. Elle est donc issue d'une famille modeste, avec pas mal d'enfants, et elle est la deuxième fille de cette famille, ce qui veut dire que si par miracle, ses parents arrivent à trouver une bonne place pour leur fille, à faire un bon mariage et avoir une dot pour leur fille, ça sera pour sa grande sœur et pas pour elle. En gros, elle part pas très bien dans la vie, et c'est ça que j'aime, c'est ce décalage, je l'ai déjà dit, mais ce décalage qu'il y a entre la manière dont les personnages traitent Jane Austen ici, et la manière dont nous, on la connaît, et dont les gens vont la traiter dans le futur par rapport à ce livre-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, ici, ils la traitent comme la deuxième fille d'un religieux et d'une femme qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Voilà, elle est pas riche, elle est modeste, elle a aucun intérêt pour les gens, en fait. Vous voyez, elle a rien, cette pauvre fille. Vous voyez, c'est la deuxième fille d'une famille modeste. Elle est sans intérêt, littéralement, pour eux, parce qu'elle n'a pas encore écrit, en fait. Elle est pas devenue... Elle est Jane Austen, mais elle n'est pas Madame Jane Austen. Elle est Miss Austen. Enfin, non, elle est Miss Jane, puisque Miss Austen, c'est sa grande sœur. Vous voyez, donc elle est rien. Et vraiment, la voir normale, en fait, c'est assez chouette. Bref, ici, sa grande sœur, qui s'appelle Cassandra, reçoit une lettre de la directrice du pensionnat dans lequel elles sont allées il y a quelques années, et cette dame lui explique qu'elle aimerait bien que Cassandra vienne au bal, elle organise un bal à son école, etc. Et elle aimerait bien y voir Cassandra, parce que Cassandra était une super élève, une super danseuse, que la directrice l'adorait. Cassandra s'emballe un petit peu et dit qu'elle va y aller avec Jane, en fait. Elle part du principe que l'invitation c'est pour toutes les deux, alors que pas du tout. Et donc les voilà parties toutes les deux, Jane et Cassandra, dans cette ancienne école, au bal. On se doute, vu le type de personnage qu'est Jane Austen, que cette école de convenance pour jeunes filles, c'est pas vraiment son truc, mais elle y va, et assez rapidement, malgré tout, se met en place une espèce de petite enquête. On parle d'objets disparus, d'affiches, de trucs comme ça, et puis le bal a lieu. Alors ça prend quand même pas mal de temps, hein. C'est une narration assez lente, c'est ce que je disais, c'est pas ce que j'aime normalement, mais là, ça passe. Le style passe, les personnages sont très cool, je trouve, l'ambiance est chouette, et puis ici, on est en 1789 en Angleterre. C'est une époque que j'aime bien lire. Après, l'époque, ça fait pas tout, mais là, le tout, justement, fait que ça va. Donc voilà, ce bal va avoir lieu, il y a quelque chose qui va disparaître pendant ce bal, et donc Jane va enquêter sur cette disparition. Contrairement au titre contrairement au tome 1, ici le titre correspond bien à ce qui se passe. Le titre du tome 1 c'est Le fantôme de l'abbaye, je crois, un truc comme ça.
Le tome 1, c'est pas du tout une histoire de fantôme, hein. Clairement pas. Ici, il y a un voleur au bal, il y a bien un truc qui disparaît pendant le bal, un truc qui a été volé pendant le bal, on est bon, vous voyez. Franchement, j'ai bien aimé, et je dirais que j'ai préféré ce tome 2 au tome 1. Le tome 3 est sorti, il faut que je l'achète et que je le lise, mais techniquement, ça devrait bien se passer. Et en vrai, j'ai hâte de lire le tome 3, et je vous conseille cette saga parce que moi, j'adore. Ensuite, en janvier, j'ai terminé le tome 1 de Psy Changeling, donc Esclave des sens de Nalini Singh. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'avais commencé fin novembre, avant d'avoir les catégories du Cool Winter pour pouvoir faire ma palle et commencer à lire ma palle. Il me restait quelques jours, donc j'avais commencé ça, puis je l'ai mis en pause et je l'ai fini au mois de janvier. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai renoué ici avec la Bitlit. J'adore la Bitlit et ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un tome 1 de saga de Bitlit qui me plaise. Alors ici, on n'est pas avec des vampires, ce que je préfère dans la Bitlit, c'est vraiment les vampires. Mais ici, on est avec des métamorphes et des psys. En gros, on a d'un côté les psys, qui est un peuple extrêmement cérébral. Ils ont enlevé tout ce qui est sentiment de leur quotidien et de leur être humain, en fait. Enfin, ils n'ont plus de sentiments du tout. Leur idée, c'est que quand on est régi par les sentiments, on fait des mauvais choix, ça va mal, ça tourne mal. Donc si on enlève les sentiments et qu'on n'a plus que la raison, tout va bien. Donc c'est ça, ils n'ont plus de sentiments du tout. Et de l'autre côté, on a donc les changelings qui sont des métamorphes. Donc il y a des loups, des léopards, etc. qui eux sont connectés justement avec leur instinct animal, à l'inverse des psys, et sont vraiment avec leurs sentiments, avec leurs émotions. C'est comme ça qu'ils fonctionnent et qu'ils prennent leurs décisions. Alors, il y a aussi les humains ici, c'est le propre de la Bitlit, mais on ne suit pas d'humains ici. Et donc les psys et les changelings vont se connecter. Tu sens que la connexion entre les deux et le point de départ est bancale dès le début, mais ça s'explique. En gros, les psys veulent construire des habitations pour les changelings. Mais ils ont besoin des changelings pour savoir ce dont ils ont besoin, comment il faut construire la maison, où il faut les construire, etc. Et les changelings vont accepter d'aider les psys à construire des habitations pour eux, alors que normalement les peuples vivent séparés et n'ont aucune connexion l'un avec l'autre. Vraiment au début t'es en mode mais pourquoi ils se mettent ensemble, enfin pourquoi ils travaillent ensemble, c'est bizarre, tu vois. Et il y a une explication. D'un côté, les psys veulent réellement construire ces bâtiments et gagner de l'argent, c'est vraiment leur but. Et d'autre côté, les changelings, s'ils acceptent, c'est parce qu'en fait, depuis quelques mois, quelques temps, il y a un tueur en série qui sévit, qui enlève des jeunes femmes changelings, qui les séquestre pendant des jours, qui les torture pendant des jours, et on finit par retrouver le corps complètement meurtri, quelque part dans la ville. Les changelings sont persuadés que le tueur est un psy, et donc il faut qu'ils intègrent les psys, il faut qu'ils infiltrent les psys pour trouver les preuves et pour pouvoir enquêter là-bas, parce que sinon ils pourront rien faire. Donc c'est pour ça qu'ils acceptent de les aider en fait. Et donc cette connexion va se faire avec Lucas Hunter, chef de la meute des changelings d'un côté, et Sacha Duncan, qui est la fille d'une des grandes dirigeantes psy de l'autre. C'est ça qu'on va suivre, et on est en Bitlit. Je vais pas vous faire un dessin si vous connaissez le principe de la Bitlit. Voilà, franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça très chouette. Au début vraiment je me suis dit oula c'est mal fait, j'avais l'impression de voir quelqu'un avec des gros sabots débarquer, mais au fil des pages tout ça s'explique, tout ça se met en place en fait, et on retrouve tous les codes de la Bitlit que j'aime beaucoup, et je vais continuer cette saga avec plaisir. On est sur le principe de un couple par tome, et je sais pas trop ce qui va se passer dans les tomes suivants, parce que j'avoue que ce qui m'a particulièrement plu ici, c'est cette histoire de serial killer en fait, vraiment de psychopathe, pour le coup c'est vraiment le mot, du coup je sais pas trop ce que ça va donner dans les tomes suivants, mais j'ai quand même envie de les lire. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, mais pas le dernier livre de cette vidéo, c'est donc Le Temps des Avants de Monsieur Charles Aznavour. Je l'ai dit 1000 fois en vlog, j'adore Charles Aznavour. L'un des plus grands regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir pu
le voir en concert et j'aurais pu, puisqu'il a fait des concerts très tard, quasiment jusqu'à sa mort, donc j'aurais pu aller le voir mais je n'y suis pas allée. Bref, j'adore Aznavour et ça faisait longtemps que j'avais cette autobiographie dans ma palle et je l'ai enfin lu. D'ailleurs c'est drôle parce que la personne qui a acheté ce livre l'a acheté dans un Auchan et a collé le ticket de caisse à la fin pour garantie ou je sais pas trop quoi. Voilà, conservez votre ticket pour la garantie. C'est drôle. Bref, donc comme ça j'ai la date, etc. Bref, donc dans ce livre-là, Charles Aznavour nous livre une partie de sa vie. Ce que j'aime avec les autobiographies, c'est que en général, on n'a pas ce sentiment. Vous savez, on dit souvent que quand tu rencontres tes idoles, tu te mets à les détester parce qu'elles sont loin de l'image que tu t'es fait d'elles. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je trouve. Tout ce que tu vois des personnalités connues, des chanteurs, des acteurs, etc., c'est des choses qui veulent bien te montrer, que tu les aies en film, en interview, c'est des choses qu'ils acceptent de dire, qu'ils acceptent de montrer. Pareil, si tu les suis sur Insta, etc., tu n'as que des choses que eux ont choisi de rendre publiques. Parfois, tu peux avoir des photos prises sur le vif, je pense notamment aux femmes, malheureusement, à Britney, etc., mais ça reste rare et c'est que des photos volées ou des bouts de vidéos volés, c'est infime par rapport à tout le reste que la star publie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, quand tu rencontres la star, bah, tu découvres une partie de ce qu'elle cache habituellement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tu es déçu de cette rencontre parce que c'est pas ce que tu imaginais, c'est pas ce que tu rêvais, c'est pas ce que tu as idéalisé. Et donc, quand tu lis une biographie d'un artiste, la personne qui a écrit la biographie va tout montrer. Alors en général, l'artiste a quand même un regard là-dessus, sauf si c'est fait à titre posthume. Mais quand c'est pas l'artiste qui écrit sa biographie, t'as des éléments et t'as des phrases un peu avec du jugement derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que quand c'est une autobiographie, oui, l'artiste est capable de reconnaître ses défauts, il va parler de choses pas forcément positives sur sa vie, c'est un peu le but d'une biographie aussi, mais il va le faire avec bienveillance sur lui-même ou sur elle-même, là où une personne tierce ne va pas avoir forcément cette bienveillance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je vais prendre un exemple très triste de la vie d'Aznavour et dont il parle ici, j'en ai parlé en vlog également. Aznavour a eu donc plusieurs enfants, dont un avec une femme, évidemment, et qu'il n'a pas élevé. En gros, il a eu une relation un peu suivie avec cette jeune femme, et puis cette jeune femme lui a dit, voilà, je suis tombée enceinte, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et cet homme est prêt à m'épouser et à reconnaître l'enfant, qui n'est pas le sien, donc à cet homme, sauf si, toi, Aznavour, tu veux reconnaître l'enfant et l'élever, etc. Et Aznavour, avec un naturel très nonchalant à l'époque, lui répond, ah non, non, pas de problème, barre-toi avec mon enfant, j'en veux pas. C'est quand même une réaction très bizarre. Enfin, c'est triste en fait de pas vouloir reconnaître son enfant et de répondre ok bah va l'élever avec un autre, j'en ai rien à faire en fait. C'est très violent et ça, vous voyez, raconté par quelqu'un d'autre que Aznavour, ça pourrait être très violent. Tu pourrais avoir des phrases du style il n'a même pas voulu le rencontrer, il n'a pas assisté à l'accouchement, il n'a pas été présent, et c'est vrai, il n'a pas été présent pour son fils, qui s'est malheureusement suicidé une fois à l'âge adulte. Mais raconté par lui, en fait, lui te donne les sentiments, tu vois, il explique son choix. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, cet événement raconté par quelqu'un d'autre, c'est juste un homme qui a abandonné son enfant et qui l'a laissé livrer à lui-même avec sa mère parce qu'il en a rien à foutre. Avec les mots de Charles Aznavour, c'est en fait un autre est prêt à accorder du temps à son enfant, à l'élever, à être présent pour lui, alors que lui, Charles Aznavour, avec sa carrière, ses tournées, ses concerts, il peut pas élever cet enfant de la même manière que cet homme. Lui, il se dit que ça va bien se passer avec cet homme, tu vois. C'est ça qu'il se dit. Et donc c'est pour ça qu'il accepte d'abandonner son enfant, en fait. Je sais pas si vous voyez la différence. Et puis, dans sa tête à lui, on a ses regrets, on a le fait que il a quand même cherché à retrouver cette femme et cet enfant, mais on est dans les années 70, un truc comme ça, donc c'est pas
facile de retrouver les gens, il n'y a pas les réseaux, il n'y a pas les photos, il n'y a rien du tout, tu vois. Donc on a cette partie-là où vraiment il regrette et... En fait, c'est pas qu'il regrette, c'est qu'il veut quand même le rencontrer, il aurait aimé savoir qui il est et pouvoir le voir, tu vois, mais il peut pas, il le retrouve pas, et quand il le retrouve, il a quelques mois avec cet enfant devenu adulte. Et malheureusement, comme je l'ai dit, cet enfant va se suicider. Bref, voilà. Donc en gros, on a pas mal d'événements comme ça. Alors, on a des événements de sa vie perso, comme je viens de vous le raconter, mais on a aussi principalement sa carrière et ses galères de carrière, vraiment. Sa carrière en France, sa carrière aux États-Unis, sa carrière au Canada, les traductions de ses chansons en tout plein de langues, sa rencontre évidemment avec Edith Piaf et avec Liza Minnelli, avec plein de personnes comme ça, plein de personnalités absolument ouf en fait. Et aujourd'hui, encore une fois, tout est documenté, tu sais qui rencontre qui quand, parce qu'ils font une story sur Insta, parce qu'ils te le montrent, etc. À l'époque, Aznavour il va aux États-Unis, bah en fait il va aux États-Unis, tu vois, et en France on n'a aucune idée de ce qu'il fait là-bas. Moi encore moins, parce qu'à cette époque-là je suis pas née, tu vois. Mais vraiment, c'est des événements qu'on ne sait pas aujourd'hui, et j'ai adoré découvrir ça. J'ai adoré que Charles Aznavour prenne le temps de nous donner tout ça dans un livre, et voilà, nous explique comment les rencontres qu'il a faites, qui ont changé sa vie, qui ont changé la direction de sa vie, les chansons qu'il a écrites, qu'il a chantées, les concerts qu'il a fait, les beats qu'il a eu. C'est assez ouf de se dire que s'il n'avait pas persévéré autant, moi je le connaîtrais pas aujourd'hui et on n'aurait pas toutes les chansons qu'il a fait aujourd'hui. Parce que vraiment, s'il écoute les gens dans les 5 premières années de sa carrière, il arrête tout et il est pas connu, quoi. Enfin bref, je pourrais parler de Aznavour et de ce livre pendant des heures. Moi je vous encourage à le lire parce que je trouve que c'est un livre à lire, vraiment. Et on va finir cette vidéo déjà un petit peu longue avec donc ma première lecture du mois de février et une autre lecture que j'ai fait un peu plus tard dans le mois, puisque on parle de la saga Kate mène l'enquête de Anna Peck, c'est ça. Et donc en fait j'ai lu le tome 2, qui est c'est pas vraiment ma première lecture du mois de février, mais mes 2 premières lectures du mois de février sont dans ma Winterpal en fait. Donc je vais vous en parler, il me semble, dans le bilan de la Winterpal. Donc je ne les montre pas en update. Et le 3e livre que j'ai lu au mois de février, donc c'est le tome 2 de Kate mène l'enquête qui est ici. Et là, un peu plus récemment, j'ai lu le tome 3, donc Sabotage à la une de Anna Peck toujours. Et plutôt que de faire un update par tome alors que c'est la même saga, je me suis dit que j'allais les réunir et vous en parler dans cet update-ci. Donc dans cette saga, on suit Kate, une jeune fille de 11 ans par là, je dirais, 9-10 ans, un truc comme ça, et qui rêve d'être journaliste. Dans le tome 1, elle monte dans un train pour aller rejoindre sa mère avec son père, enfin elle monte dans le train avec son père pour qu'ils aillent rejoindre sa mère, et dans le train, il y a des petits vols, des disparitions d'objets, il me semble, et elle va enquêter là-dessus. Franchement, j'avais adoré le tome 1, et j'avais hâte d'avoir le tome 2, parce que je pensais que le tome 2 se passerait à l'endroit où travaille sa mère, là où elle l'a rejoint, et en fait, pas du tout. Dans le tome 2, en gros, elle a reçu une consigne de son idole journaliste. Voilà, elle rêve d'être journaliste, elle rêve d'écrire des articles, et de voyager à travers le monde, etc. C'est sa vie rêvée de journaliste, vous voyez, et elle a une journaliste qui fait ça et qu'elle adore, qu'elle idolâtre vraiment, et qui lui donne une mission de monter sur un bateau et d'écrire un article sur des crevettes. Cet article sur les crevettes, il l'emballe moyennement, et elle va découvrir sur ce bateau un petit groupe de personnes, un peu comme des scouts, qui se baladent dans la jungle et qui font des photos d'oiseaux. Et il y a ce cacadois argenté, donc, qui est un peu un mythe. Est-ce qu'il existe vraiment? Il y a très peu de gens qui l'ont vu et on a très peu d'informations sur lui, donc est-ce qu'il existe vraiment ou pas? Et elle va un peu se laisser emporter par cette enquête-là sur ce cacadois argenté et un peu oublier les crevettes au passage. J'ai moins aimé le tome 2, franchement, j'ai trouvé ça un peu moins bien. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà. Et dans le tome 3, on est de retour dans la ville dans laquelle Kate habite, c'est son anniversaire, et son père a organisé une visite du journal local. Alors c'est une visite proposée par le journal, il y a d'autres gens aussi, mais du coup il a réservé des places pour que Kate et lui y aillent.
elle adore ce journal, c'est son rêve, etc. etc. Et moi, quand j'étais au collège, il me semble, ouais, j'ai visité les presses et l'endroit où le journal était imprimé. Il me semble que c'était le 20 minutes à l'époque. Vous savez, ces journaux gratuits qui sont distribués dans le tram ou dans le métro. Et on y avait été et franchement, j'avais été impressionnée par ces installations, etc. J'avais trouvé ça génial. C'était très 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 tôt le matin au moment où le journal est imprimé. Et vraiment, j'avais adoré. Et donc, j'ai ces images qui me sont revenues quand j'ai lu ça. Et en fait, ce qui se passe dans ce tome 3, donc Kate fait cette visite, c'est son anniversaire, elle est très contente, elle est heureuse, etc. Et la directrice du journal veut la rencontrer et veut lui confier une mission dans le journal. Kate est ultra contente, elle se dit waouh, la directrice du journal me connaît, veut me voir, veut me parler, c'est génial. Et donc elle la rencontre et elle va se voir confier une mission effectivement à réaliser au sein du journal. On lui donne un bureau et tout, enfin vraiment elle est aux anges. J'ai adoré ce tome 3, vraiment j'ai trouvé ça absolument génial. Je vais en prendre qu'un dans les mains parce que c'est des livres quand même qui sont lourds. C'est illustré à l'intérieur, je vais vous montrer. On a des pages colorées comme ça et puis on a des pages, comme ça avec des illustrations un peu plus classiques. Je sais pas si on a des grandes illustrations. Je vais essayer de voir. Ah voilà, on a des pages avec un peu plus d'illustrations comme ça. Voilà, franchement j'ai été un peu déçue par le tome 2 mais j'ai adoré le tome 3 et le tome 1 aussi d'ailleurs, donc je vous conseille cette saga parce qu'elle est vraiment très chouette. J'ai peur que cette vidéo soit un peu plus longue que prévu, je me suis laissée emporter notamment sur le livre de Aznavour, mais je suis fan, que voulez-vous, c'est comme ça. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, merci, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.